La prédation foncière à Dakar, Macky Sall a-t-il fait pire que ses prédécesseurs? La gestion du Covid-19 par les régimes, quel bilan à mi-parcours? La polémique autour des contrats coronavirus, quelle lecture? Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar, et Abass Fall, coordonnateur du parti PASTEF de Dakar. Remue Ménage, c'est tous les dimanches 10h10 11h sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Merci à Mohamed Ali Mouba, merci à Abdou Thiam qui assure la mise en onde de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique, membre de la mouvance présidentielle, et Abass Fall, le coordonnateur du parti PASTEF à Dakar. Moussa Sarr, bonjour. Bonjour Pabès, bonjour Abass. Bonjour Abass. Bonjour Pabès, bonjour Moussa, et bonjour à nos auditeurs et auditrices de la RFM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moussa Sarr, nous allons démarrer avec vous. Le président Macky Sall n'a jamais autant été légitimé que durant cette crise. Il a eu tous les moyens et instruments pour mener la guerre comme il l'avait qualifié. Qu'a-t-il fait de tous ces moyens, instruments, leviers qu'on lui a donnés? Merci Pabès. Je voudrais exprimer l'honneur que j'ai de revenir à RFM, notamment à votre émission Remue Ménage, et vous transmettre le salut du président de notre parti, le camarade Yorodé, le salut de notre secrétaire général, le camarade Nicolas Ndiaye, et au-delà, le salut du président de la coalition, son Excellence, le président Macky Sall. Le président de la République, vous dites, n'a jamais été autant légitimé que pendant cette crise. Je dois quand même relever que de 2012 à maintenant, le président de la République a bénéficié d'une forte légitimité. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui détient la légitimité. Et le peuple sénégalais, déjà en 2012, a manifesté sa confiance au président de la République, lui a transféré sa légitimité et l'a renouvelée, cette légitimité, en 2019. Ouais, donc, mais en 2019, on a vu ses adversaires qui refusaient de reconnaître sa victoire. Ces adversaires ont refusé de reconnaître sa victoire. C'est de bonne guerre. Mais aucun d'entre eux n'a saisi, le Conseil constitutionnel n'a saisi les voies de recours. Ils n'avaient matériellement aucune preuve pour contester. Non, ne dites pas aucune preuve. En tout cas, ils n'ont exprimé aucune preuve fiable, matérielle, pour contester notre belle victoire. Là, ils ont présenté un livre blanc. Je remarque même que certains d'entre eux, vous avez menacé en tant que journaliste. Ce qui est rare au Sénégal. Et je rappelle, non, c'est vous qui revenez sur 2019. Nous nous sommes battus dans ce pays-là pour arriver à la démocratie. Et nous avons toujours accepté, nous nous sommes toujours félicités qu'à partir de 18h, 20h, une fois que les résultats sont affichés, que la presse les diffuse. Eux, ils l'ont refusé en 2019. Donc, notre victoire a été belle, elle a été sans conteste, et nous profitons de cette occasion pour renouveler notre confiance au président de la République. Je réponds à la question. De tous ces moyens, ce qu'il a fait de tous les moyens, pour juger de cela, il nous faut voir le résultat. Et le résultat de la gestion, le résultat à mi-parcours, nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous l'avons fait. Et nous nous sommes félicités du résultat de la gestion de cette pandémie. Au résultat, pas baisse. Sur plus de 50 000 tests, 5 000 sont revenus positifs. Sur les 5 000, plus de 3 000 sont guéris. La meilleure façon de répondre à la question et de juger de comment le président a utilisé tous ces instruments, c'est les résultats. Et les résultats au plan médical d'abord sont des résultats satisfaisants. Parce que sur plus de 50 000 tests réalisés au Sénégal, nous avons presque aux environs de 5 000 cas positifs. Et sur les 5 000 cas positifs, plus de 3 000 sont guéris. Ça montre, contrairement à une idée généralement répandue dans ce pays, où nous faisons de l'autoflagellation, ça montre la performance, la compétence et le professionnalisme de nos équipes médicales. Voilà. Et je pense que nous tous, je termine, nous devons savoir raison garder
Et nous ne devons pas arrêter de féliciter notre corps médical parce qu'ils ont fait un travail extrêmement important. Le résultat est là. Plus de 3000 cas guéris. Ça, c'est au plan médical. Parce que les médecins sont là, mais ils revenaient à l'État, notamment, en l'occurrence, le président de la République, de mettre les conditions politiques idoines pour permettre aux médecins de faire leur travail. Et le résultat, je le répète, est là, c'est un résultat satisfaisant. La gestion de la pandémie n'a pas seulement été sanitaire. Oui. Parce que cette crise, et nous l'avons dit au niveau de la Ligue démocratique, elle n'est pas seulement sanitaire. Au-delà de l'aspect sanitaire, il y a une dimension économique et sociale. Et le président l'a reconnu très tôt. Voilà pourquoi, au même moment où il gérait l'aspect sanitaire, il a tout fait pour venir en aide aux populations les plus vulnérables et aux entreprises affectées. Et ce souci constant que Macky Sall a à venir en aide aux populations les plus vulnérables, à redistribuer les richesses nationales en faveur des plus démunis, c'est cela, nous, Ligue démocratique, de sensibilité de gauche, qui nous intéresse davantage dans la politique de Macky Sall. Et aujourd'hui aussi, on peut faire l'évaluation à mi-parcours. Le comité de suivi des ressources du COVID-19 a fait un bilan à mi-parcours. Et on s'est rendu compte, je termine par on s'est rendu compte que dans la distribution de l'aide alimentaire, il y a aussi des résultats satisfaisants que nous sommes en train de constater. On pourra y revenir. L'autre aspect dans la gestion de la crise, ce n'est pas seulement au plan médical, ce n'est pas seulement le soutien apporté aux populations vulnérables, c'est également le leadership que le président a pour se battre pour l'annulation de la dette africaine, mais également pour se battre pour que l'Afrique ait un système de santé unique et performant. Je termine. Cette crise doit nous amener, nous tous, acteurs politiques et sociaux, à plus de modestie, à plus d'humilité, à plus de lucidité. C'est parce que l'État, le président de la République, a fait preuve de lucidité, a fait preuve d'humilité et de clairvoyance. C'est cela qui fait qu'il a adapté sa stratégie et au fur et à mesure que nous constations l'évolution de la pandémie. On ne peut pas être dogmatique. Il a fallu gérer cette crise avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de flexibilité, parce que le virus est jusqu'ici inconnu. Et quand on gère l'inconnu, il nous faut faire preuve de modestie. Et je pense qu'au résultat, non seulement nous nous félicitons de la gestion de cette crise par le président, mais je le répète, nous félicitons tout le corps médical, nous félicitons le système d'hygiène, nous félicitons les forces de sécurité et de défense, parce que c'est l'ensemble de ces secteurs qui ont permis aux Sénégalais aujourd'hui de constater que nous avons un État debout qui est prêt à faire face à n'importe quelle crise. Abbas Fall, on a entendu Ousmane Sonko, le leader de votre parti, déclarer que Macky Sall a échoué dans la gestion de cette crise. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour déclarer échec? Merci Pabès. Permettez-moi tout d'abord, avant de commencer, d'exprimer une pensée pieuse à l'endroit de ces personnes qui sont décédées donc de cette maladie et exprimer tout notre soutien à ceux qui sont en train d'être soignés et exprimer aussi toute notre sympathie au peuple sénégalais qui souffre de la mauvaise gestion de cette pandémie par le régime du président Macky Sall. Je ne vais pas revenir sur les élucubrations de mon ami Moussa Sarr qui a tenté dans une litanie vaine de légitimer cette élection de la honte à l'issue de laquelle nous avons eu un soi-disant président. Mais qu'à cela ne tienne, les Sénégalais nous écoutent et l'Afrique entière qui regardait le Sénégal comme une référence sur le plan démocratique est en train de se railler de nous, ce qui est vraiment dommage. Maintenant, je vais en revenir à la gestion de cette pandémie. Vous savez, dès le début, lorsque nous nous sommes rendus au palais, nous n'avons pas attendu d'arriver chez nous pour exprimer nos craintes par rapport à la capacité du président Macky Sall et de son régime de gérer cette pandémie. Et vous vous rendez compte, vous-même, en tant que journaliste, qu'au-delà du tâtonnement et du pilotage à vue, il y a une opacité totale qui donc couvre cette gestion donc, de la pandémie. Je suis un peu surpris d'entendre M. Sarr évaluer la gestion sanitaire par rapport au nombre de cas guéris.
Mais ça, c'est dérisoire par rapport à la gestion sur le plan sanitaire. Nous avons vu la cacophonie même donc, qui règne au niveau donc, du comité de gestion. Oui, nous l'avons vu. Hein? Des professeurs, nous avons vu l'implication des politiques dans la gestion de cette pandémie, qui fait que certains même, vous avez vu les voix discordantes, donc, qui règnent au niveau de ce comité, quand le président Macky Sall lui-même a demandé aux Sénégalais de vivre avec le virus. Vous avez vu comment donc, les professionnels de la santé donc, ont réagi. Et c'est le lieu pour nous de les encourager par rapport à ces souffrances qu'ils endurent, par rapport à la mauvaise gestion de cette pandémie. Donc, le président Ousmane Sonko n'a même pas besoin de le dire. Les Sénégalais eux-mêmes l'ont constaté. Sur le plan sanitaire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, mais il suffit tout simplement d'écouter M. Mansour Faye, qui a en charge la distribution de ces denrées alimentaires, dire lui-même qu'il y a 400 communes qui n'ont pas encore été donc, touchées par les ravitaillements. Je viens de Malicounda. Et là, je vous assure, c'est avant-hier qu'ils sont venus avec une dizaine de camions, avec seulement du riz. Et ils demandent à ce que les populations attendent que le reste vienne pour que la distribution puisse se faire. J'ai entendu aussi le général François Ndiaye dire, quand il faisait un bilan à mi-étape donc de la gestion de ces 1000 milliards, qu'il faut stabiliser donc la base de données qui sert à la distribution donc de ces vivres. Mais c'est incroyable. C'est 3 mois après qu'on nous dit qu'il faut stabiliser cette base de données, alors que le ministre a commencé à faire le tour du Sénégal pour distribuer des sacoches de riz, des sacs de riz. Mais c'est extraordinaire. Donc, c'est un échec patent à notre niveau. Nous ne sommes pas des nihilistes. Quand nous voyons que les choses se passent bien, nous le disons. Souvenez-vous, quand le président Macky Sall a émis le souhait de nous rencontrer, nous sommes partis au palais l'écouter. Mais nous lui avons dit, les yeux dans les yeux, le président Ousmane Sonko lui a dit, les yeux dans les yeux, qu'il ne devait pas profiter de cette pandémie pour faire ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein? Avec la loi d'habilitation qui lui permet de faire ce qu'il veut. Vous avez vu les décrets qu'il sort n'importe comment parce que tout simplement, il a voulu profiter de cette situation. Ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est un général qui nous a appelés, qui nous a mobilisés pour une guerre. Et qui, au milieu, abandonne ses troupes. C'est ce que nous retenons de la gestion de Macky Sall, donc de cette crise, en attendant qu'on revienne sur cette Moussa Sarr, est-ce que les actes que pose le gouvernement, aussi incohérents les uns que les autres, ne peuvent pas être perçus comme une limite dans la gestion? Je réponds, Fabès, mais je relève. Je ne sais pas comment Abbas peut-il dire certaines choses. Si moi, acteur politique, je considère qu'un président de la République élu est un soit président. Pas sûr. Nous sommes en débat, Pape. Si moi je considère un président, nous sommes en démocratie. Je suis en train d'avancer, mais je suis dans l'obligation de relever certaines contre-vérités et des incohérences. Vous m'excusez. Si moi, acteur politique, je considère que tel président de la République est un soit président, si je suis cohérent avec moi-même, je ne mettrai pas les pieds au palais et je ne répondrai pas à son appel. Nous reviendrons sur ça. Ensuite, lorsque Abbas dit c'est de la catastrophe au plan sanitaire, et il me dit pourquoi je mesure les performances au nombre de cas guéris. Mais au plan médical, pour mesurer la performance d'une équipe médicale, c'est au prorata du nombre de malades traités en rapport avec le nombre de malades guéris. Si le nombre de malades guéris aujourd'hui était en deçà de ce que nous avions, nous nous serions plaints de l'incompétence du corps médical, mais on ne peut pas quand même traiter des malades et avoir un taux de guérison de plus de 60% Moussa, et ne pas constater, je continue, mais je réponds. On parle aux Sénégalais et nous devons du respect aux Sénégalais. On ne peut pas parler de traitement de maladie, parler de la performance d'un corps médical et refuser de juger cette performance en fonction du nombre de cas guéris. Lorsque je constate que le nombre de cas guéris s'élève au-delà de 60%,
je dois à la vérité reconnaître la qualité, la compétence et la performance de mon corps médical et je les félicite. Voilà. Je réponds ensuite à la question. Vous parlez de tâtonnement par baisse et ça m'étonne venant de votre part. Il n'y a pas de tâtonnement. Du 2 mars à aujourd'hui, il n'y a aucun tâtonnement dans la gestion de la crise. Au contraire, il y a de la flexibilité, il y a de la souplesse, il y a de l'intelligence, il y a de l'humilité, il y a de la pondération. Pourquoi? Parce qu'on est devant une crise dont l'ampleur dépasse tout entendement. Mais cette crise, elle n'est pas seulement sanitaire. Voilà pourquoi les politiques, les organisations de la société civile, les autorités religieuses et coutumières, chacun de ces acteurs a son mot à dire. Parce que cette crise, je le répète, et je ne lasserai pas de le dire, cette crise n'est pas seulement sanitaire. On ne peut pas laisser la gestion de la crise au seul main des médecins. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Des populations qui, pendant 2 mois, ont presque été confinées et qui n'ont pas pu faire des activités économiques. Il a fallu venir en aide à ces populations-là. Mais par rapport à ce soutien aux populations vulnérables, impactées par la crise, l'État a débloqué plus de 130 000 tonnes de riz. Je ne parle pas de l'huile, je ne parle pas des pâtes alimentaires. 130 000 tonnes de riz. C'est la première fois qu'on atteint ce chiffre-là au Sénégal depuis l'indépendance. De tout temps, de l'indépendance à maintenant, au maximum, en période de crise, l'État du Sénégal, tout gouvernement confondu, n'a pas dépassé 10 000 tonnes de soutien aux populations vulnérables. Oui, mais Moussa, cela fait plus de 3 mois. J'ai dit, pas baisse. 3 mois, c'est... Et les gens attendent toujours. Je ne sais pas pourquoi tu as du plaisir à me couper par baisse. Les gens attendent toujours. Mais pas baisse, c'est normal. Dire, ils vont. Mais comment voulez-vous une quantité aussi énorme de riz, 130 000 tonnes, de l'huile, des pâtes alimentaires, du sucre, comment voulez-vous, avec 1 million de ménages, auquel Macky Sall vient d'ajouter 100 000 ménages, entre une population de 8 millions à 10 millions d'habitants. C'est 8 millions de Sénégalais à 10 millions de Sénégalais qui sont concernés. Comment voulez-vous que cette distribution se fasse sur un clic? Ce n'est pas possible. C'est la première fois qu'on distribue autant de quantités de denrées alimentaires. Mais c'est normal qu'il y ait des couacs. C'est normal. Mais personne n'a jamais dit. Nous avons dit, et moi je participais à une réunion, en visioconférence avec Mansour Faye au mois d'avril, avec la cellule communication de Benno. Nous avions dit qu'il y aura des couacs, mais il faut les rectifier au fur et à mesure. Mais c'est normal. Mais le chaos qu'on attendait n'a pas eu lieu. La distribution se fait normalement. C'est vrai maintenant qu'il y a des lenteurs. Mais sur les communes au Sénégal, plus de 137 communes ont reçu totalement leurs vivres et ont distribué totalement. Mais le reste est en train d'être fait. Nous ne sommes pas des devins. Nous sommes des Sénégalais, aux moyens limités. Nous faisons face à une crise de cette ampleur. Pour la première fois, c'est normal que dans la distribution de l'aide, qu'il y ait des couacs qu'on va corriger au fur et à mesure. Le registre national unique. Mais les failles qu'on a constatées, c'est heureux que des failles soient constatées. Une fois que les failles constatées, il faut apporter des remédiations. C'est comme cela qu'on progresse par baisse. Vous, au niveau de votre radio RFM, au début de vos activités ici, mais il y avait des couacs, c'est normal. Mais c'est au fur et à mesure que vous vous êtes performé et vous vous êtes imposé comme une radio incontournable. C'est cela l'œuvre humaine. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et je termine en le répétant, cette gestion de la crise n'est pas seulement sanitaire. Félicitations au corps médical, professeur Seydi et les autres. Ils sont restés dans leur ligne pour utiliser la chloroquine et traiter les Sénégalais qui sont malades. Aucun médecin étranger n'est venu dans ce pays-là. Au contraire, nous avons vu des médias internationaux qui sont venus interroger notre équipe médicale et s'en féliciter. Mais pendant que les autres étaient en train de tergiverser, utiliser aujourd'hui la chloroquine, demain revenir sur ça, nos médecins ne l'ont pas fait. Et il y a eu un leadership extraordinaire dans ce domaine-là, que ce soit au Sénégal ou en Afrique. Pas baisse. C'est des Sénégalais comme nous. Nous devons les féliciter, mais demander à l'État d'améliorer le système sanitaire, demander à l'État d'améliorer toutes choses. Et Macky Sall est dans cette perspective. Les couacs qui sont notés sont normaux, mais on va les rectifier au fur et à mesure. Abbas, certains vous reprochent d'utiliser la crise pour faire de la politique. Non, loin de là. C'est ce qui utilise la crise pour faire la politique. Mais pas baisse, nous les connaissons. Macky Sall a même voulu profiter de cette crise
pour lancer son dauphin de beau-frère. Et vous voyez la catastrophe qui s'en est suivie. Il s'est noyé, comme le disent certains, dans la mare donc, du riz. Je vais un peu revenir sur certains aspects donc, soulevés par mon co-débatteur, M. Sarr, qui parle donc de couac, au lieu de parler d'échec. Mais quelle était, je veux dire, la pertinence à vouloir convoyer 130 000 tonnes de riz, alors que vous n'en êtes pas encore à 130 000 tonnes de riz, je suis désolé. On n'a pas Parce fini. que, non, mais, on n'est pas à la fin de non, mais l'opération. écoutez-moi, laissez-moi parler. On n'est pas à la fin de l'opération. Votre ministre, votre dauphin mornay. Donc, c'est vous qui en faites homme dauphin. Oui, vous êtes obnubilé par 2024. On n'est pas encore arrivé à 2024. On arrivera à 2024 et on va vous battre. On va vous battre. Monsieur Sarr, cette technique-là de la gauche, je la maîtrise mieux que vous. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Maîtrisez? Cette technique-là que vous êtes en train de dérouler, je la maîtrise mieux que vous. Mais c'est bien. Quand vous parlez, je vous laisse parler. C'est bien. Et je ne vous reconnais plus depuis que vous êtes de la LDKO assise. Non, de la LD endormie. Oui, tout ce que tu veux. Je vous reconnais plus. Mais je suis là devant toi. Donc laissez-moi m'exprimer. Quelle était la pertinence de vouloir convoyer donc toutes ces vivres-là alors qu'on pouvait passer tout simplement par la voie la plus simple, c'est-à-dire envoyer à ces Sénégalais qui en ont besoin. Mais l'argent part. Comme l'a fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a fait pour 70 000 ménages. Ouais. Je ne vois pas la pertinence de le faire, sinon qu'il y a de forts soupçons d'enrichissement autour de cette affaire-là. Ah oui, et nous l'avons remarqué dès le début. Mansour Faye lui-même nous dit qu'il y a eu 6 contrats qui ont été résiliés. Il ne nous dit pas quels sont ces contrats. Est-ce que cela concerne ceux qui devaient se charger donc de livrer le riz, ou bien l'huile, ou bien le savon, ou bien la pâte qui tarde donc à être acheminée au niveau de ces 552 communes? Vous-même, vous me dites que c'est 130 et quelques communes. Alors que Mansour Faye nous disait que le président de la République lui a donné des instructions pour que cela se fasse en 15 jours. Et c'était tolérable que vous le fassiez en 1 mois. Mais en 3 mois, vous n'êtes même pas capable d'acheminer ces vivres donc, pour 50% de ces communes. Mais c'est la catastrophe, je suis désolé, monsieur Sarr. Donc, il ne faut pas quand même essayer de nous endormir à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan social, vous remerciez votre président. Je pense que vous devez avoir beaucoup plus d'humanisme envers ces populations-là qui nous écoutent, et beaucoup plus de respect. Je vous dis, moi, je viens de Malicounda. 3 mois après, vous n'avez fait que convoyer quelques camions de riz. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose un peu partout au Sénégal. Vous ne pouvez pas nous parler de réussite, de succès à ce niveau-là. Moi, je pense que ce sont des termes creux. Revenons toujours donc, à la gestion sur le plan médical. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas mesurer la qualité donc, de la gestion sur le plan sanitaire mais sur la base tout simplement de cas guéris. Vous avez vous-même dit que le plateau médical doit être relevé. Pourquoi vous le dites maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis que vous êtes là, depuis 7 ou 8 ans? Je suis désolé. On ne peut pas se limiter à cela. Autre chose, sur le plan économique, vous avez dit que donc, vous avez injecté de l'argent dans l'économie. Où? Il faut nous le dire. J'attends que vous nous le disiez. J'ai vu en Conseil des ministres la dernière fois que le président a demandé à ce que le paiement même de la dette intérieure soit accéléré. Jusqu'à présent, le gouvernement de Macky Sall avait prévu 302 milliards pour payer la dette intérieure. Et jusqu'au moment où je vous parle, mais je n'ai pas encore entendu une entreprise dire donc, que la dette a été payée. Je prends l'exemple des établissements privés d'enseignement supérieur, à qui on doit plus de 12 milliards. Ces écoles qui ont été fermées, et jusqu'à présent, ces écoles n'ont pas reçu un seul franc. Ça fait 3 mois. Et là, vous nous dites que vous êtes en train, sur le plan social, sur le plan économique, de gérer cette crise. Mais je suis désolé, vous êtes complètement passé à côté. Donc, Pabès, nous n'avons jamais utilisé cette crise pour faire de la politique. Et si vous voyez donc, le comportement donc, des patriotes et des sympathisants, vous ne verrez jamais donc, cet aspect
donc, de la politique à ce niveau. Nous sommes sur le terrain, par exemple, au niveau de PASTEF. Vous ne nous voyez pas donc, nous plastronner au niveau des télés, au niveau des radios pour dire ce que nous avons fait. Nous sommes sur le terrain, nous aidons les populations sénégalaises avec donc, les ressources dont nous disposons. Donc, le président Ousmane Sonko n'a jamais même voulu parler de cette pandémie pendant cette période. Parce qu'il ne voulait pas qu'on pense qu'il exploite cela. Et ce serait malsain qu'au moment où les Sénégalais vivent dans la misère, vivent dans la précarité, que nous soyons là à faire de la politique. Mais on ne peut pas, en cette période aussi, confiner la démocratie. Oui. D'autant plus que le président Macky Sall nous a demandé maintenant de vivre avec le virus. Puisqu'il l'a fait, mais nous sommes obligés maintenant de revenir sur le terrain politique et marquer toute notre... De siffler la trêve. Non, la trêve, c'est lui-même. Mais en fait, c'est lui-même qui a rompu la trêve. Qui a rompu l'armistice. Parce que quand il nous a appelés, au Palais de la République, pour vous dire que le président Macky Sall n'a pas l'habitude, c'est vrai, de respecter sa parole, il a dit au président Ousmane Sonko que je vous ferai parvenir dans quelques heures le plan détaillé de ces 1000 milliards. Comment je compte l'avoir et comment je compte le dépenser. Jusqu'au moment où je vous parle, le président Macky Sall n'a pas envoyé au président Ousmane Sonko ce plan détaillé là. C'est lui qui a brisé la Moussa Sarr, et nous sommes obligés de le trouver sur le président du comité de suivi des opérations du force Covid-19, le général François Ndiaye, vous l'avez dit tantôt, a fait cette semaine une évaluation du travail déjà fait. Il s'est attaqué aux fake news en rejetant les accusations d'absence de transparence, mais ces assurances ne semblent pas convaincre beaucoup. Est-ce qu'un comité de pilotage, à la place d'un comité de suivi, ne serait pas un gage de transparence? Je ne sais pas la différence entre un comité de pilotage et un comité de suivi. Nous, au niveau de notre parti, la démocratique, nous avons... Non. Oui, je termine. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez d'homme de gauche et vous devez m'écouter pour que je termine. Le comité de pilotage et le comité de suivi, vous ne voyez pas la différence. Mais écoutez, par exemple, les marchés qui ont été... Je termine mon raisonnement, Pabès. Attribués comme ça. Pabès, je termine mon raisonnement. Oui. Dans ce cas-là, moi, comité de pilotage ou comité de suivi, j'ai une seule préoccupation avec mon parti, c'est que la transparence se fasse. Est-ce que le comité sait comment les marchés ont été attribués? Le comité le sait. Ah bon? Si tu le veux, tu le sauras. Et tu as dit quelque chose en place après l'attribution des marchés. Oui, mais c'est pas trop tard pour le savoir, Pabès. Ah bon? C'est pas trop tard. Mon ami, écoutez simplement, je vous dis les choses telles quelles. Vous êtes journaliste. Si vous voulez savoir comment les marchés ont été attribués, l'information est à votre disposition. Mansour Faye s'est adressé au public. Il faut que nous disent les contrats qui ont été annulés. Il faut que nous disent, la presse ne le sait pas de toute façon. Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. Laisse-moi terminer. Mansour Faye s'est adressé aux Sénégalais et a dit comment les marchés ont été attribués. Il l'a dit clairement. Mais n'a pas baissé. Tu dis quelque chose de grave. Tu dis, le général Mansour, le général François Ndiaye s'est adressé au peuple sénégalais, a fait une étape à mi-parcours, a sorti des arguments, mais beaucoup ne le croient pas. C'est ça ton expression. Non, j'ai dit... Beaucoup ne semblent mais pourquoi tu le dis? Est-ce que tu as fait un sondage? De là où tu es, tu dis beaucoup ne semblent. Mais pourquoi tu ne croirais pas le général sur parole en attendant d'avoir la preuve? Pourquoi? C'est ça, ça dit qu'il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je ne me crois pas investi d'un pouvoir qui me permet de dire je suis plus honnête que lui ou je suis plus patriote que lui. Non, on lui a confié une mission. Oui, mais pas baisse. On lui a confié une mission. Il est en train de dérouler. Il fait une évaluation à mi-étape. Il donne des chiffres et des résultats. Mais pourquoi on ne le croirait pas? Mais ceux qui ne le croient pas, est-ce qu'ils ont sorti des preuves contraires? Ensuite, l'attribution des marchés, Mansour Faye a été très clair. Il a été très clair. Maintenant, Mansour Faye a dit quelque chose que moi je retiens. En fait, Mansour Faye, lui, il en fait un dauphin. Vraiment, nous, on n'est pas en 2024. Nous, on fait... Et puis, on fait de la politique. Cette affaire-là, même si vous nous dites, nous faisons de la... Moi, je l'assume. Parce qu'au fond, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. On gère une crise, c'est de la politique. Et on s'en sort très bien. L'argent public est traçable. S'il y a des magouilles, s'il y a des failles, s'il y a des insuffisances, mais on saisira qui de droit? Nous sommes dans un pays organisé. De la même manière que quand on demande 11% de 94 milliards, on saisit la justice. Nous sommes dans un pays organisé. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Ensuite, j'ai entendu, avant de venir ici, certains Sénégalais pensent qu'il aurait été préférable de distribuer de l'argent aux pâtes, au riz, à l'aide alimentaire. C'est un choix. Mais c'est là même qui disent qu'il aurait fallu donner l'argent. Si on avait donné l'argent, ils auraient dit qu'il fallait donner du riz. On comprend un peu la mentalité de certains. Moi, je suis pour le riz et les denrées alimentaires. Parce qu'il y a des Sénégalais, vous leur donnez de l'argent, ils paient totalement leurs dettes et ils n'auront pas de quoi vivre avec leur famille. Nous sommes au Sénégal. C'est lourd de distribuer 130 000 tonnes, mais il faut l'assumer. Moi, je préfère ça à l'argent. Vous venez de Malicounda. Vous dites, il y a encore des choses qui restent. C'est heureux, mais ça a commencé. Moi, je viens des îles du Saloum. Moi, si chacun dit d'où il vient, moi, je viens de Dionewar. Je viens des îles du Saloum, où tout a été distribué. C'est ça le Sénégal. Donc nous, on est en train de dire, l'huile de savon tout a été distribué. D'accord. Tout a été distribué. On a 137 communes où tout a été distribué. Maintenant, je l'ai dit. La quantité que nous sommes en train de distribuer est tellement énorme qu'on ne peut pas distribuer ça du jour au lendemain. Voilà. C'est un processus. Un tout petit peu dans notre débat pour parler du... il a parlé de 12 milliards de l'enseignement supérieur qu'on a épongé. Au début, c'était combien? Il dit qu'il reste 12 milliards. Au début, c'était combien? Non, mais vous n'êtes... Non, mais il y a des efforts. Ah non, des efforts. Comment ça? Vous restez 2 années, quelquefois, sans payer des efforts. C'était combien au début? Non, mais quand même, non. Est-ce que tu peux dire c'était combien au début? Mais ça dépassait peut-être les 16 milliards. Non. Non, la dernière fois, c'était 16 milliards. Oui, et on a payé combien? 4 milliards. On a payé combien? Vous restez 12 milliards à payer. On a payé combien? Plus une autre dette qui s'est accumulée. Mais on a payé combien? Non, mais c'est sûr. Mais attendez, c'est sur 7 ans. Donc, constate d'abord que des efforts sont en train d'être faits. Non, mais comment ça, des efforts sont en train d'être faits? Vous énormes. restez 2 ans sans payer à des entreprises? Il n'y a pas que ça dans ce pays-là. Voilà, avançons un tout petit peu dans notre débat pour parler de la gestion du patrimoine foncier. Moussa Sarr, la gestion de ce patrimoine foncier par votre régime est beaucoup décriée. Notre confrère Madiambal Diagne en est arrivé à la conclusion que Macky Sall a fait pire que les Wad. Comment avez-vous apprécié ce débat? Merci. Moi, j'ai lu l'article de votre confrère Madiambal Diagne, je l'ai lu. Mais quand j'ai vu le titre, je me suis dit quand même, peut-être que ça comporte une part de vérité, l'article, mais je crois que c'est excessif. Parce que dire qu'on a fait pire que les Wad, nous sommes dans ce pays-là et nous avons vécu les choses. Nous, au niveau de notre parti, la Ligue démocratique, le bradage foncier, nous l'avons vécu directement et indirectement. Et nous sommes toujours opposés à cela. Je vous donne un exemple. Notre défunt camarade du nom de Moustapha Ba, qui était secrétaire, tu te souviens, qui était le secrétaire général de la Fédération LD de Kébémer. Quand une multinationale a été affectataire de plus de 1000 hectares dans la commune, dans une commune à Kébémer, Diokoul Djaouring, plus de 1000 hectares. Moustapha Ba, que Dieu ait pitié de son âme, et les populations ont constitué un collectif dirigé par Moustapha Ba pour s'opposer à cette affectation par une multinationale de plus de 1000 hectares. Et c'est au cours de cette bataille contre le bradage foncier de cette commune de Kébémer qu'ils ont été arrêtés. Et c'est au cours de son arrestation qu'il a rendu l'âme. Donc les militants de la Ligue démocratique, à travers cet exemple, ont payé le prix fort dans la lutte contre le bradage foncier. Ça signifie par principe que nous sommes contre. Mais nous avons été là quand Wad faisait ce bradage. S'il y a un bradage foncier, avec preuve à l'appui, nous sommes contre. Et nous demandons, et le président ira dans ce sens, j'espère bien, que concernant le littoral, tout ce qui a été fait comme construction après 2010, il faut l'arrêter. Mais pas besoin, vous êtes journaliste, et je fais appel à votre esprit d'investigation et de responsabilité. Mais menez les investigations nécessaires. La corniche dont on parle, quels sont les maires, quelles sont les autorités administratives qui ont procédé aux autorisations de construire? De 2010 à maintenant, aucun maire de la mouvance présidentielle n'a donné autorisation de construire. Les archives sont là. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans ce pays, tout est acté. Qui a autorisé les autorisations de construire sur le long de la corniche? Qui? Est-ce que c'est les gens de la mouvance présidentielle? C'est les maires qui donnent les autorisations de construire. À Dakar, de 2010 à maintenant, qui sont les maires? Est-ce qu'ils sont de notre côté? Oui, alors, donc, mais ça, c'est que je dis. Pas baisse. Je relève cela. Je termine, pas baisse. Ne vous énervez pas. Je termine, pas baisse, doucement. Vous êtes arbitre dans ce débat-là. Ne prenez pas part.
Non, je ne prends pas part. Oh, vous êtes arbitre. Je dis, c'est pas Abbès, cher ami. Je constate que ce sont les maires qui donnent les autorisations. Mais ça ne veut pas dire que je dédouane la responsabilité de l'autorité publique. Et je dis, s'il y a des autorités publiques dans l'État, même à côté de Macky Sall, qui sont fautifs, il faut les sanctionner. Parce que le domaine public maritime est un bien commun, tout le monde doit en profiter. Mais on en parle. Combien d'hectares, combien de kilomètres sont aménagés sur cette corniche ouest? Sur les 14, combien sont aménagés? Et je suis d'accord avec ce que le ministre Karim Fofana a dit, je le salue au passage. Mais les 7 kilomètres qui restent, il faut les aménager. Mais l'État a la responsabilité de les aménager au plus vite. Parce que si l'État ne les aménageait pas, évidemment, des citoyens peuvent en profiter. Je termine pour dire que ce combat que nous menons contre le bradage foncier, ça doit être un combat citoyen. Tous les Sénégalais doivent s'y intéresser. Mais il y a une chose, parce que j'ai entendu des jeunes, je crois de Parcelles Assainies et de Malika, et je les salue au passage, constituer des comités ou des associations pour lutter contre le bradage en disant que ici, le littoral, s'il borde Parcelles Assainies ou Malika, ça n'appartient pas aux populations de ces zones. Le domaine public maritime est un bien public qui appartient à l'ensemble de la nation. Ce n'est pas parce que moi, je suis de Dionewar, que je vais dire que mon village qui est une île, que tout au long de mon village-là, la mer appartient aux populations de Dionewar. Le domaine public maritime est un bien public. Et j'en appelle à l'esprit de responsabilité du président de la République. Et je sais qu'il est très sensible à cela. Arrêtons le bradage foncier parce que partout, le bradage foncier est source de conflits politiques et de conflits sociaux. Très bien. Abbas, Macky Sall avait institué une commission de réforme foncière, mais on tarde toujours à voir la mise en œuvre des conclusions de du travail de cette commission. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus entendre parler de scandales fonciers dans ce pays-là? Mais parfaitement, je voulais même en parler. Je pense que c'était en 2016 que Macky Sall avait demandé au professeur Soran donc de réfléchir sur la réforme foncière. Quand il a fini avec ce travail, vous vous souvenez tous de ce que le président Macky Sall a dit. Il dit, je ne peux pas appliquer donc certaines recommandations de la commission parce que je ne veux pas que ce pays-là se déchire à cause du foncier. Ça veut dire qu'il a fait perdre du temps donc, à M. Soran et à la commission pour rien. C'est quelqu'un qui est au cœur de cette affaire et qui encourage cette affaire. Ça, je le dis haut et fort. Vous dites que ce sont les maires qui accordent des autorisations de construire. Je suis désolé. L'autorisation de construire n'est rien par rapport à l'attribution qui attribue ces terres-là. Pourtant, le maire Barthélémy Diaz a dit qu'il n'a pas donné l'autorisation à l'APR pour la construction de son siège et pourtant l'APR a construit son siège. Est-ce que c'est les maires qui donnent les autorisations? Non, je vous dis. Je pose une question. Est-ce que c'est eux qui donnent l'autorisation, oui ou non? Non, mais pourquoi donc l'APR a construit sans autorisation du maire? Ah bon? C'est sûr? Oui, mais c'est Barthélémy Diaz qui l'a dit. Parce qu'il le dirait que c'est vrai. Je dis, c'est Barthélémy Diaz qui l'a dit. Il y a même récemment un décret aussi. Mais j'en viens. Pour continuer. J'en viens. Oui. Excusez-moi, M. Sarr, excusez-moi. Je peux répondre tout à l'heure. Pourquoi c'est Voilà, laissez-le répondre. Et j'en viens, parce que je l'avais bien noté. Maintenant, puisque ce sont les maires qui donnent les autorisations, pourquoi le président Macky Sall se réveille pour émettre un décret qui donne l'autorisation à l'administration centrale, c'est-à-dire au préfet, donc d'émettre des autorisations de construire sous huitaine si le maire ne le fait pas. Et vous voyez cette cacophonie qui règne au niveau donc, du gouvernement. Et j'ai entendu le ministre Fofana que vous félicitez. Et qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Oui, mais j'ai entendu le maire, le ministre Abdou Karim Fofana dire sur la TFM que c'est sous 28 jours. Et dans le décret, c'est 8 jours. Mais regardez donc ce décalage-là entre un ministre de la République qui, en principe, doit avoir fait donc, le rapport de présentation et le décret qui a été signé par le président de la République. Vous pouvez regarder la TFM sur Giancarlo et vous allez voir que ce que je dis est totalement fondé. Donc, vous savez, nous n'avons pas attendu Madiambal Diagne pour parler de ce bradage du foncier. Déjà en 2018, le président Ousmane Sonko aux États-Unis avait alerté parce que les émigrés avaient mis sur la table les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir accès au foncier. Et nous savons que c'est tout un système organisé avec des politiciens, avec des hommes d'affaires pour brader
donc le foncier. Et ce qui se passe au niveau du littoral est extraordinaire. Parce qu'au-delà de l'écosystème qu'il faut protéger, mais pour moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de morale pour ne pas en arriver là. Ce littoral-là appartient à tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment se fait-il? Il y a une liste qui circule depuis quelque temps sur les personnes à qui on a attribué donc, des terres au niveau du littoral. Bon, pour une fois, espérons, comme vous l'avez dit, que votre président va faire encore semblant de taper sur la table comme il a l'habitude de le faire, avec les rapports donc sur le décret, je réponds là. Non, laisse-moi En terminer. tout cas, il a demandé récemment la mise en place d'un plan d'aménagement. Mais il a l'habitude de le faire. Il l'a fait avec les rapports donc, de la Cour des comptes et autres. Il avait dit qu'il allait mettre en place une commission chargée du suivi. Ouais. Depuis lors, on n'en parle pas. Le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui à chaque fois, donc il y a ce genre de scandale, nous offre de la chloroquine, parce que nous sommes en période de Covid. Donc, pour nous, le président Macky Sall est le principal responsable du bradage foncier qui sévit sur l'autorisation de construire, je dois dire ceci. Mais avant, juste une rectification, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'amalgame là, parce que nous sommes à la radio, vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire sur les ménages. C'est 70 000 ménages. Au Sénégal, c'est 500 000 ménages auxquels il faut ajouter 100 000 ménages. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, 69 000... C'est encore plus compliqué pour vous. Oui. C'est encore plus compliqué. Il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je termine. La Côte d'Ivoire, c'est 70 000 ménages. Au Sénégal, c'est 600 000 ménages. Ce n'est pas la même proportion. Mais aucun système d'argent. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Soyez plus lucide et plus calme. Non, je suis plus lucide. Apparemment, ce sont les 4 millions qui... Aucun système de transfert d'argent ne peut supporter l'envoi de 69 milliards. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas qu'un seul... je termine sur le décret. Moi, j'ai été au ministère, sur le décret. J'ai été au ministère de l'urbanisme de 2012 à 2014 avec la camarade Khoudjambay qui était ministre de l'urbanisme. Quand nous sommes arrivés à ce ministère-là, dont j'étais le directeur de cabinet, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de lenteur dans les demandes d'autorisation de construire. Et nous avons fait ce qu'on avait appelé la dématérialisation de la demande d'autorisation de construire, avec l'ADIE et l'APIX. Et pourquoi vous attendez du temps pour le faire? Non, je termine. Mais laissez-moi terminer. Fabrice, comment tu peux organiser ce débat-là de cette manière-là, toi aussi? Alors, nous avons fait des efforts pour dématérialiser l'autorisation de construire. Mais moi, j'ai été intéressé par une demande d'autorisation de construire qui a été déposée en janvier 2019. On l'a reçue en janvier 2020. Un an. Ça vous a empêché de commencer à construire? Un an. Est-ce que vous n'avez pas commencé à construire? Est-ce que vous avez attendu un an pour construire? Ce n'était pas pour moi. Mais est-ce qu'il a attendu un an pour construire? La personne est obligée d'attendre. Non, c'est pas le cas que j'ai vécu. Alors, en tout cas, votre siège n'a pas attendu l'autorisation. Moi, j'ai pas le siège de la RD, on est en location. Je suis de la Ligue démocratique. On loue. Mais vous êtes un grand turiféraire de la paire. Mais moi, j'ai un siège que je loue et que je paie. Voilà. Avec les 4 millions que Macky vous a fait. Terminons avec même si nous donne 100 millions, le dernier point. Alors, il nous reste le décret est 2 minutes, Moussa Sarr. Voilà. Il ne faut pas laisser tout aux mains des maires. L'autorisation de construire, si les maires tardent, il faut que les autorités administratives l'attribuent et que les Sénégalais construisent. Alors, vous êtes des acteurs politiques. Abbas Fall, les locales, on parle de plus en plus d'un second ou troisième report, je ne sais pas. Oui, d'un énième report. Énième, disons. Cela ne nous surprend pas, mais nous avons toujours été pour le respect du calendrier donc, républicain. Nous l'avons toujours défendu et nous continuons à le dire, même si nous constatons toujours donc, ces velléités de fraude, de triche et de louvoiement de la part donc, du président Macky Sall qui est habitué à ce genre donc, de pratiques. Mais dans tous les cas, nous serons de tous les combats et nous nous battrons cette fois-ci pour que donc, le vote des Sénégalais ne soit pas dévoyé par cette... Très bien. Moussa Sarr, en quelques secondes. Les locales. Mais les locales, je ne sais pas quand elles auront lieu, mais je constate que de 1984 à nos jours, on n'a jamais respecté le calendrier de tenue des locales, de 84 à maintenant. Oui, je constate, je ne fais pas d'analyse. Vous ne faites rien pour... Vous changez ça. Nous, on s'est battus pour le respect du calendrier électoral. Maintenant, si demain,
une situation Merci. fait... Très bien. Si tu n'étais pas dans ce pays-là, ça c'est ta vie pour toi. Merci Vraiment. Moussa Sarr. Si tu n'étais pas dans ce Merci, pays-là, c'était merci Moussa Sarr de la Ligue démocratique et Abbas Fall de PASTEF. Merci chers auditeurs d'avoir suivi Remue Ménage. Retrouvez Binta Diallo dimanche prochain. Merci.